Vous faites bien d'être Lumière du Monde Télévision. Shalom à vous et merci encore une fois de votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau plateau de e-décryptage, la tribune des grandes questions de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. 3 sujets bouillants à la une de cette émission. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Tshisekedi, est derrière les barreaux. Il est accusé de détournement de fonds publics. Covid-19, le test clinique du vaccin BCG proposé en Afrique suscite de vives réactions indignées des Africains sur les réseaux sociaux. Et puis le dernier sujet de cette émission sera le suivant, la Pâque célébrée au Burundi dans la ferveur habituelle, ce malgré les mesures barrières de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Indiscipline ou preuve de foi, vous entendrez donc tout à l'heure nos consultants se prononcer sur cette problématique. Merci Dr Bangali d'être des nôtres. Merci cher Colbert. Bonjour à tous et à toutes. En tout cas, merci de toujours répondre à nos sollicitations. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire des relations internationales, enseignant-chercheur et maître assistant d'histoire contemporaine à l'université Jean-Laurignon Guédé de Daloa, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Vous êtes également le secrétaire adjoint de l'Association des historiens africains, section Daloa, et membre du secrétariat de la revue ivoirienne des sciences historiques. C'est bien cela? Tout à fait, merci. En tout cas, merci d'être des nôtres. Bonjour, docteur Samuel Maté. Bonjour, Franck. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes professeur d'économie et de management avec une spécialisation dans les problématiques de la dette et du financement et de l'entrepreneuriat. Vous avez à votre possession un doctorat d'État américain en économie, un MBA, Master of Business Administration, une maîtrise en économie monétaire et économétrie, ainsi qu'un diplôme de fin d'études en comptabilité. Vous êtes également le président de la Fondation africaine, j'allais dire le président et le fondateur, voilà, de la Fondation africaine de l'entrepreneuriat et le développement économique. Vous êtes aussi l'auteur d'une publication « Et si l'on repensait l'Afrique ?» C'est bien cela. Un titre qui me fait étrangement penser à celui de Axel Kabou « Et si l'Afrique refusait le sous-développement ?» Nous aurons l'occasion d'en parler sur d'autres plateaux, bien entendu. Voilà donc, le décor est placé, amis téléspectateurs. Nous allons avec le premier sujet de cette émission. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Tshisekedi, est placé depuis le mercredi 8 avril dernier sous mandat d'arrêt provisoire. Il est accusé de détournement de fonds publics devant financer des projets de développement des 100 jours définis par le président Tshisekedi à sa prise de pouvoir. Le tribunal de paix de Kinshasa, Matete, a rejeté le samedi 11 avril dernier sa demande de mise en liberté, le maintenant ainsi en détention pour une durée de 15 jours à la prison centrale de Makala. C'est à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On regarde la vidéo et on revient sur ce plateau pour en parler. Vital Kamerhe restera dans sa cellule de la prison de Makala à Kinshasa. La justice congolaise a rejeté samedi une demande de mise en liberté provisoire introduite par sa défense. Au contraire, le tribunal de Kinshasa-Matete a ordonné sa mise en détention préventive pour 15 jours, maintenant de facto la case prison pour le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui n'épargne pas la RDC. Pas de quoi ébranler la détermination de la défense qui a fait savoir samedi qu'elle déposerait un recours en vue d'obtenir un réexamen de la demande de mise en liberté de son client. Vital Kamerhe est accusé de détournement de fonds publics. En charge des travaux des 100 jours du régime Tshisekedi, la justice soutient qu'il aurait attribué des marchés de gré à gré. Elle cite l'exemple d'une entreprise qui a reçu 47 millions de dollars, somme qui a disparu du circuit bancaire sans être affectée à la construction de 3000 maisons préfabriquées. Des arguments balayés par l'intéressé. Ses partisans dénoncent une affaire politique initiée pour empêcher leur leader de briguer la magistrature suprême lors de la prochaine présidentielle, conformément à l'accord qu'il aurait passé avec Félix Tshisekedi.
Voilà, retour sur ce plateau après donc cette vidéo relative au sujet qui nous parle de l'arrestation provisoire de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Tshisekedi en République démocratique du Congo. Alors, cher consultant, peut-on parler d'une avancée démocratique quand on sait la position politique de Vital Kamerhe? Il est un principal allié politique du président Tshisekedi et là, il est mis aux arrêts quand on sait tout l'apport qu'il a apporté à Tshisekedi dans sa prise de pouvoir. Est-ce que là, on peut parler d'une avancée démocratique dans ce pays, docteur Samuel Maté? Merci Franck. Il faut d'abord se demander ce que nous appelons l'avancée démocratique. Pour moi, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on parle de démocratie. Quels sont les principes de la démocratie? Des principes de liberté de penser, des principes d'égalité devant la justice. Si nous regardons le fait du principe d'égalité devant la justice, on peut dire que ça, c'est une première. Parce que c'est une première à 3 niveaux. C'est une première aujourd'hui. Il y a eu à travers l'Afrique sûrement des directeurs de cabinet qui ont été emprisonnés, mais le directeur de cabinet du chef de l'État, du président de la République, c'est une première. La deuxième chose qui rend ça inédit, c'est le fait que Kamerhe a été le faiseur de roi. Donc c'est quelqu'un qui jusque-là apparaissait aux yeux des Congolais comme intouchable. Parce que sans le report des voix de Kamerhe sur Tshisekedi, ce dernier n'aurait pas gagné. Absolument. Et donc tous ces éléments, malgré cette place qu'il occupe, et qui généralement dans nos pays africains est regardé comme la place de l'intouchable, malgré ça, il se retrouve en prison. Il n'est pas assigné en résidence. Il n'est pas en train d'être dans une procédure de se dire que il est innocent et il doit prouver son innocence. Non, directement à la case prison. Et ça, c'est très fort. C'est très fort. Alors, docteur Bangali, je suis à vous. Votre avis sur la question. Peut-on parler d'une avancée démocratique aujourd'hui en RDC? Alors, on parlerait certainement plutôt du renforcement de l'état de droit au Congo. Mais il faut toujours mettre tout cela, conjuguer tout cela au conditionnel, parce que jusqu'à ce que la justice ait établi de façon formelle à travers un verdict qu'il est coupable, on part du principe qu'il est présumé innocent. Alors, la mouvance présidentielle, le parti au pouvoir, présente, disons, son arrestation comme l'acte fondateur de la politique d'impunité, parce que ça a été l'un des grands sujets de la campagne électorale, défendu notamment par Tshisekedi comme par Martin Fayulu. Et une fois au pouvoir, le président s'est retrouvé donc dans cette posture de réaliser la promesse qu'il avait donnée durant la campagne présidentielle. Alors, les organisations de la société civile, disons, ont commenté cette arrestation comme également un acte fort dans ce qu'ils attendaient des dirigeants, dans le sens, bien sûr, de sanctionner cette vieille habitude de la classe politique congolaise, d'être impliquée dans toutes sortes d'attitudes, de comportements qui vont dans le sens du pillage des ressources du pays. Mais on ne peut considérer cela comme un acte fondateur ou qui renforce l'état de droit que si cela va au-delà de la personne de Vital Kamerhe, parce qu'il y a eu toute une polémique sur... il n'est pas le seul à être arrêté. Voilà, il n'est pas le seul, c'est vrai, mais il y a 67 ministères dans le pays. 67 ministères, c'est pléthorique, des ministères budgétivores qui aujourd'hui brassent autour de 12% du budget national. Et il faut aujourd'hui auditer à mi-parcours comment est-ce qu'on utilise toute cette manne publique. Et au-delà de cela, il faut remonter même jusqu'au régime de Joseph Kabila, le régime précédent, parce que tous ceux qui ont été interpellés, que ce soit le directeur de la Robank ainsi que tous les autres responsables, sont des personnes qui étaient déjà en place en activité, donc qui ont des rapports avec l'ancien régime. Donc, il faut inscrire ce qui s'est passé dans une certaine continuité. D'accord. Voilà. C'est bien compris. Alors, peut-on, dans le même temps, parler de déception quand on sait, j'allais dire, tout l'espoir de changement qu'incarnait Kamerhe aux côtés du président Kabila? Pardon, du président Tshisekedi. Absolument. Pour moi, aujourd'hui, si ces faits-là étaient avérés, on peut parler de grande déception parce que
Disons que les accusations portent sur des faits, je dirais, d'une gravité absolument choquante, parce qu'on on parle quand même de 40 millions qui étaient destinés à des logements sociaux, qui ont été sortis du système sous forme de numéraires et qui ont disparu je veux dire, des radars, qui n'ont laissé aucune possibilité de traçabilité. Mais encore plus grave, 10 millions qui étaient destinés à l'achat de médicaments. On a passé le contrat de gré à gré avec une entreprise de quincaillerie. Je crois que ce sont ces genres de pratiques-là qui font qu'aujourd'hui, le système sanitaire africain se retrouve si vulnérable face à la réponse qu'il faut donner au coronavirus. Donc, si ces faits-là étaient avérés au terme du procès, dans ce cas-là, on peut considérer que Vital Kamerhe aurait trahi la confiance du peuple, parce qu'il n'y a pas de plus grand mépris dans un pays aussi pauvre que la RDC, que de détourner des dépenses, des fonds qui sont destinés à des dépenses. Attention, la RDC est un pays très riche. Hein. Voilà. Oui, mais que la RDC soit riche ou non, ça c'est une chose qu'on peut, c'est un autre débat. Qu'on peut vérifier dans la qualité de vie des Congolais. C'est bien compris. Voilà. Alors, peut-on parler de déception, docteur Samuel Maté, quand on sait tout l'espoir de changement qu'incarnait Kamerhe aux côtés du président Tshisekedi? Ouais, je dirais qu'on peut aller dans le même sens que Dr Magali pour dire que il peut y avoir déception. Encore une fois, on est dans la posture de présomption d'innocence. Est-ce que vous voyez? Mais je me dis que si on l'a amené directement à la case prison, c'est peut-être qu'il y a des preuves qui soutiennent le fait qu'on l'amène, vu son haut rang, qu'on l'amène directement à la case prison. Ici, je parlerai plus de déception, mais la déception doit s'analyser à deux niveaux. Le premier niveau auquel la déception doit s'amener, c'est quelles sont les personnes qui ont été déçues, d'où viennent ces déceptions. Est-ce qu'au niveau de la population, au niveau des partenaires économiques, financiers, au niveau des partenaires techniques et financiers, au niveau du président Tshisekedi lui-même, parce que c'est comme une trahison à la cause pour laquelle ils sont arrivés de refonder les choses. Le deuxième niveau auquel on pourra analyser cette déception, c'est en termes de degré de déception. Mais qui sera le plus déçu? Le peuple, etc. Mais quand on regarde ces deux niveaux, je me dis, en termes de déception, premièrement, si on veut s'arrêter à trois sources de déception, ça serait la population, ça serait les partenaires techniques et financiers, et ça serait le clan ou le président Tshisekedi. Et maintenant, si on regarde en termes de degré de déception, ce n'est sûrement pas le peuple, parce que le peuple congolais, comme l'a dit mon collègue Bangali, est plus ou moins habitué, dans un certain sens, à regarder ces genres de choses se passer depuis l'époque du grand Mobutu, grand en guillemets. Et premièrement, donc, ces partenaires techniques et financiers et éventuellement le président Tshisekedi lui-même. C'est bien dit. Alors, l'Union nationale pour le Congo, j'allais dire l'Union nationale congolaise, le parti du président, de Vital Kamerhe, voilà, tu as bien dit, crie au complot. Selon ce parti, cette arrestation vise à empêcher son leader de se présenter à la prochaine présidentielle, comme conclu avec le président Tshisekedi. Vous partagez cet avis, docteur? Alors, j'estime qu'il faut une analyse assez poussée pour faire ressortir tous les ressorts de cette affaire. Et pour ça, il faut remonter jusqu'en septembre 2019, parce que les bruits de malversation ont commencé déjà à circuler à cette période-là, depuis septembre 2019. Vital Kamerhe a eu à plusieurs occasions l'opportunité de démentir cela, même s'il l'a fait sans convaincre. Mais à partir de décembre jusqu'au mois de janvier, on a assisté à un lobbying au sein de l'UDSP, le parti de Félix Tshisekedi, un lobbying conduit bien sûr par Kabunda Kabound, qui a poussé pratiquement le président dans le dos pour rompre la double alliance qui liait non seulement le président Tshisekedi à Vital Kamerhe, mais aussi au FCC de l'ex-président Joseph Kabila. Alors, après donc avoir écouté son parti, il va se prononcer en janvier pour dire qu'il décide de continuer avec cette double alliance, mais il décide que son parti en 2003
va avoir un candidat aux élections présidentielles. C'est un peu prendre le contre-pied de l'alliance qui les lie à Vital Kamerhe. À partir du moment où, si on tient compte qu'il y a eu, selon les propos des partisans de Vital Kamerhe, une alliance nocturne à Nairobi avec des témoins, alors à partir du moment où ils décident, après 5 ans, de ne pas passer la main, mais de présenter un candidat de son parti, on comprend que tout de suite, l'ex-allié devient potentiellement un futur rival dont il fallait se débarrasser. Mais il y avait déjà, je vais dire, avant que tout cela ne se passe, des bruits de malversation. Donc, il y a une possibilité que le président ait donc profité de ces malversations-là pour potentiellement se débarrasser d'un ex-allié qui est devenu encombrant. Voilà, donc il y a toujours cette possibilité qui n'est pas totalement à écarter. D'accord. Docteur Samuel Maté, votre avis sur la question? Bon, il y a eu, disons, l'union qu'ils ont faite, qui est l'union qu'ils ont appelée le CACH, le Cap pour le changement, qu'ils ont fait pour pouvoir avoir cette victoire. Et à l'issue de cette union de Cap pour le changement, Kamerhe s'est démarqué avec son parti, qui est l'Union, n'est-ce pas, pour la nation congolaise. Il faut observer 2 choses ici, au fait. Pour moi, il faut observer premièrement comment est régie la politique en Afrique, par des deals. On a retrouvé ces deals dans d'autres pays pour dire que, bon, écoutez, entre nous, tu fais un tour, je fais un tour. Et on a retrouvé ça dans certains pays où les gens se sont offusqués quand ces deals n'ont pas été respectés. Et on l'a retrouvé, ces deals, également en Gambie récemment, où le président a dit oui, j'ai promis, mais c'était une promesse politique et non juridique. Donc, il y a donc cette culture de deal entre les leaders politiques qu'il faudrait peut-être amener au passé, si nous voulons vraiment évoluer. Et puis, deuxième chose encore qui est étonnant dans ce contexte précis, est le fait qu'il soit aussi rapidement amené à la case prison. Et pour moi, ça demeure un mystère. Est-ce qu'il est amené à la case prison pour pouvoir le prendre par surprise? Est-ce qu'il est amené à la case prison immédiatement parce qu'on a des preuves irréfutables contre lui? Mais j'ai trouvé ça un peu vulgaire. D'accord. Okay. C'est bien compris. Alors, on va répondre aussi rapidement à cette question. Comment entrevoyez-vous donc l'avenir politique de cette alliance entre Kamerhe et le président Tshisekedi aussi rapidement? Pour moi, il est clair qu'on ne peut plus parler d'alliance parce que le socle de l'alliance, c'est surtout le pacte de confiance. Et à partir du moment où il y a eu d'abord un désenchantement au niveau du parti du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il y a également ce même désenchantement du côté du parti de Vital Kamerhe. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de continuer dans cette alliance parce que avant qu'on en soit à cette situation, on a noté un certain nombre de blocages parce que c'est ça la réalité aussi des gouvernements, des gouvernements d'union nationale. Chacun est dans le gouvernement, mais il reçoit ses ordres de son parti. Donc, avec les blocages qu'il y a eu déjà, le parti présidentiel était dans la posture de mettre fin. À plusieurs reprises, le président a menacé. Il a mis tout cela à profit. Donc, cette situation encore vient concrétiser les choses. C'est une rupture inévitable. D'accord. Aussi rapidement, docteur. Ben, écoutez, comme je le disais avant ce plateau à un ami, en politique, il n'y a jamais d'affirmation. Il n'y a que des suppositions. Tout peut se passer. Et on l'a vu dans ce pays, pour ne pas citer de nom, des gens qui étaient des adversaires farouches et qui se sont retrouvés alliés. Et on l'a vu dans tous les sens. Donc, pour moi, quel que soit ce qui se passe, on ne peut pas aujourd'hui faire de prédictions pour dire avec certitude qu'il n'y aura plus d'alliance, mais on peut dire que l'alliance est mise en mal, mais on ne peut pas faire de prédictions certaines sur le futur. D'accord. Dernière question relative à la RDC. Nous parlons après politique santé. Toujours en RDC, comme je le disais, les autorités sanitaires s'apprêtaient à
a annoncé officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola quand est survenu un cas qui vient donc augmenter la psychose déjà très dominée par la pandémie de la Covid-19. Est-ce il faut avoir des craintes pour le pays, docteur Bangali? Oui, je pense que c'est aujourd'hui des craintes qui seraient légitimes parce que après 52 jours sans détecter, sans dépister de nouveaux cas, alors que les organisations, comme tu le dis, étaient sur le point de faire le point de leur fin de mission, il se trouve qu'un jeune homme de 26 ans a été retrouvé mort à son domicile. Et donc, ça a révélé la possibilité qu'on n'ait pas rupture, qu'il n'y ait pas eu rupture de toutes les chaînes de transmission de la maladie. Cela suppose qu'à tout moment, l'épidémie peut revenir en force par, entre griffes, les failles du système qui ont pu se présenter dans la lutte qui a été organisée. J'estime qu'il faut réagir le plus promptement possible. Voilà, pour isoler cette région-là du reste du monde, comme on l'a fait pour le coronavirus, pour qu'il n'y ait pas de possibilité de diffusion à partir de la ville de Béni. Docteur Samuel Maté, votre avis sur la question, faut-il créer la RDC? Non, mon avis sur la question est que on nous raconte beaucoup de bobards, si vous me permettez le thème. Parce que quand on relativise les choses, la dernière fois, je regardais encore les chiffres du paludisme qui tue des centaines de millions, et je regardais les chiffres de la tuberculose qui revient dans certaines régions, et je compare ça même aux chiffres de la Covid. Je trouve qu'il y a parfois, on crie au loup, sans nécessairement que derrière, quand on compare aux autres types de maladies ou aux autres types de menaces sanitaires sur le continent, qu'on devait relativiser les choses. D'accord, c'est bien compris. Merci à tous les deux d'avoir apporté votre point de vue sur la question congolaise, on va l'appeler ainsi. Deuxième sujet de ce plateau de e-décryptage, l'opportunité de tester le vaccin BCG pour lutter contre le coronavirus a été au cœur d'un échange entre un médecin et un chercheur le mercredi 8 avril sur une télévision française. Une courte séquence extraite de leur discussion provoque depuis quelques jours une pluie de réactions indignées sur les réseaux sociaux. En clair, les deux hommes proposent un essai clinique du vaccin BCG contre la Covid-19 en Afrique. Les élites africaines ne sont pas allées du dos de la cuillère pour dénoncer, voire fustiger cette proposition de Jean-Paul Mira, qui est le chef de la réanimation à l'hôpital Cochin de Paris, et de Camille Lotte, qui lui est le directeur de recherche INSERM à l'Institut Pasteur de Lille, c'est en France. On regarde juste un bout de cette discussion et puis on en parle. On espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Voilà. Une question qui fait fortement polémique en ce moment en Afrique et sur les réseaux sociaux. Comment expliquer justement la réaction très indignée des Africains sur les réseaux sociaux après donc la publication de cette proposition de tester le vaccin du BCG sur le continent africain contre la Covid-19? Docteur Bangali. C'est clairement l'expression d'un ras-le-bol général de l'opinion publique africaine après donc une série d'allusions déplacées, d'allusions racistes, qui souvent prédisait l'hécatombe en Afrique ou encore pointait du doigt le fait que l'Afrique était en surpeuplement et que éventuellement les ravages qu'il y aurait suite à cette épidémie ne seraient pas autant que cela une mauvaise nouvelle pour l'avenir de l'humanité. Et donc il faut dire que ce qui a poussé l'opinion publique à réagir, ce n'est pas tant que cela, uniquement ces seuls propos-là, mais au-delà de cela, il y a eu il y a eu des antécédents. Il y a des antécédents
Mais malheureusement, au niveau de l'opinion publique africaine, même si la majorité a réagi en rejetant, donc en dénonçant cela, il y a une certaine tendance de certains intellectuels à mettre cela au compte d'une réaction d'humeur, comme si des centaines de millions de personnes pouvaient s'entendre pour exprimer une colère de façon spontanée sur la base uniquement de leurs humeurs. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères de la France a tranché en faisant sortir une déclaration pour se désolidariser de ces propos qu'ils ont reconnus maladroits, et de même que le service des hôpitaux publics de Paris qui a fait de même, et les concernés même, le professeur Jean-Paul Mira notamment, qui a produit une déclaration d'excuses pour lever l'équivoque sur les différentes interprétations qu'il y a pu y avoir de ces propos. D'accord. Docteur Samuel Maté. Bon, il faudrait dire qu'il y a deux grands qui ont été rejetés par l'ensemble des Africains. Il y a eu la comparaison avec les prostituées et tout. Et il y a le fait également qu'il a affirmé qu'Afrique, il n'y a pas de max. Il n'a pas parlé un peu même qu'il n'y a pas assez, mais il n'y a pas de max. Il dit même, je vais être provocateur. Hein. Ouais, donc c'est un peu ça. Et à cela, donc, effectivement, les Africains ont réagi, les Didier Drogba, Eto'o, etc. Et éventuellement, ils se sont excusés. Pour ma part, mon analyse est que ceci est arrivé à cause des réseaux sociaux et de la nouvelle dynamique de la communication à l'échelle planétaire globale. J'ai été professeur pendant 5 ans en France, à l'Université de Lorraine, et je donne des cours à HEC Paris. Et j'ai été dans des commissions, pendant que j'étais professeur à l'Université de Lorraine, j'ai été dans des commissions français au plus haut niveau, et ces commissions au plus haut niveau traitaient des questions stratégiques en France. Et je peux vous dire que ces propos, parfois j'étais sur 500 personnes, le seul noir, ces propos ne sont pas une exception. Je l'affirme et je l'assume. Ces propos ne sont pas une exception. Tout ce qui s'est passé ici, c'est qu'aujourd'hui, on l'entend à l'échelle globale, à l'échelle planétaire. C'est tout ce qui s'est passé. Grâce aux réseaux sociaux. Oui, ce sont des propos qui sont tenus et qui sont mis en pratique. D'accord. Alors, mais à bien écouter, docteur Camille Lotte, qui, je le rappelle, est le directeur de recherche à l'Institut Pasteur de Lille en France, il ne parle pas que de l'Afrique. Il dit, je cite son propos, ça n'empêche pas qu'en parallèle, on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. C'est donc dire que l'Afrique n'est pas le seul continent à être Oui, ciblé. l'Australie a déjà lancé son test sur 4000 personnes. L'Australie a déjà lancé son test. Mais en fait, l'Afrique n'est pas l'Afrique n'est pas le seul continent. Voilà. Et alors, comment expliquer cette réaction? Est-ce que les Africains que nous sommes ne nous voyons pas toujours victimes, ne voyons pas l'autre toujours comme un bourreau? Absolument pas, parce que si vous avez suivi... Parce que le BCG aujourd'hui est encore utilisé en Afrique. Hein? Oui, tout à fait. Mais en fait, si vous avez suivi tout leur raisonnement, ce qui a choqué tant que cela, ce n'est pas les essais vaccinaux. C'est le pourquoi ils proposent qu'on choisisse l'Afrique. Il dit qu'il faut choisir l'Afrique parce qu'en Afrique, il n'y a pas de masques, ce qui est faux. Aujourd'hui, quand vous parcourez les rues en Afrique, il y a des masques même qui sont produits localement. Il dit en plus qu'il faut choisir l'Afrique parce qu'il n'y a pas de traitement. On sait aujourd'hui qu'aujourd'hui, le Sénégal est le seul pays au monde où il y a plus de cas guéris que de cas malades. À telle enseigne que la fondation de l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, s'est mise en relation avec la présidence du Sénégal pour venir à l'école de cette particularité sénégalaise pour apprendre du Sénégal. Et en plus de cela, je pense qu'ils ont été maladroits dans la façon de présenter le pourquoi il fallait faire ces essais en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du cas de l'Australie et de la Hollande qui ont déjà lancé ces mêmes enquêtes, l'argument qu'on met en avant, c'est que c'est un test qui cible le personnel médical pour la simple et bonne raison que le personnel médical est en première ligne et donc sont plus exposés à la maladie. Pourquoi ne pas reprendre le même raisonnement pour l'Afrique? Puisque de toutes les façons, le test de BCG qui devait être fait devait seulement concerner dans un premier temps le personnel médical en Afrique. Pourquoi ne pas dire simplement les choses comme ça? Je vois toute la passion avec laquelle vous défendez. Docteur Maté, juste en une phrase. Ce que je voudrais dire, c'est que la main tendue, qui tend constamment la main,
Dans mon village, on dit c'est la joue de cette main qui est giflée facilement. Donc, quand tu tends constamment la main au petit truc, on a vu comment le président éthiopien a commencé à parler de 150 milliards de dollars qu'il faut à l'Afrique, comment les Africains et même le président sud-africain a mis en place une task force pour aller chercher de l'argent avec Thiam et les autres, que l'Afrique est toujours dans une posture de main tendue. Donc quand nous tendons constamment la main et que nos leaders tendent constamment la main, c'est normal qu'on parle de « on n'a rien ». Puisque quand ils vont aller demander cet argent, c'est l'argument qu'ils donnent. On n'a rien. Ils ne font que répéter ce que nos leaders le disent. Alors, en attendant donc que des preuves scientifiques, des corrélations peuvent certainement être déjà faites. En Guyane française, par exemple, la vaccination CBG est obligatoire et sur 300 000 habitants, seuls 88 cas ont été recensés dans le pays. Est-ce que déjà on peut parler d'un brin d'espoir concernant l'utilisation de ce vaccin contre la COVID-19 ? Alors, c'est juste le texte vaccinal qui aurait pu nous permettre d'en arriver à cette conclusion. Malheureusement, avec la grosse polémique qu'il y a eu autour justement de ces tests sur le BCG, disons que réaliser ces tests sera encore plus difficile. On sait juste que le BCG a une durée d'efficacité de 10 ans. De 10 ans. Donc, pour des personnes adultes aujourd'hui qui ont peut-être 50 ans, qui ont reçu ces tests-là il y a 40 ans en arrière, est-ce que ce vaccin qui a, selon les études, une efficacité de 10 ans, est-ce que sans rappel, sans nouvelle dose, aujourd'hui, il peut être toujours actif? Et donc, pour savoir, pour trancher, il fallait justement faire ce test. Et avec la polémique qu'il y a eu, c'est clair qu'aujourd'hui, les choses sont très mal parties. Voilà. Docteur ? Ouais, bon, évidemment, c'est-à-dire que ce n'est qu'une des hypothèses, dans le sens qu'on se dit que, on a remarqué, on a observé que la démarche scientifique, on a observé que les enfants n'attrapaient pas facilement, étaient des porteurs sains ou ne déclaraient pas la maladie. Donc on s'est dit, est-ce que c'est à cause du BCG? Donc ce n'est qu'une question scientifique. Et c'est pour ça qu'on parle de tests. Mais ce qui me réjouit, moi, c'est 3 choses. La première, rapidement, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 20 versions du vaccin qui sont en conception à travers le monde avec différents centres de recherche. Et deuxièmement, nous avons des traitements curatifs qui ont été proposés. Il y a le professeur Raoult avec la chloroquine et l'azithromycine. Il y a le professeur béninois avec la pivirine. Et on m'a parlé récemment d'un autre traitement qui est en cours au niveau de l'Inde. Donc, ça nous réjouit. Ce n'est qu'une piste, la BCG. Il y a de l'espoir, alors. Il y a de l'espoir. OK. Il y a de l'espoir. Tout à fait, il y a de l'espoir. C'est bien compris. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'espoir, mais malgré les mesures barrières prises en Afrique, sur le continent, l'on remarque malheureusement que le taux de personnes testées positives s'élève aujourd'hui à près de 1000. C'est quand même inquiétant. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette progression rapide de la pandémie en Afrique ? Alors, il y a des catégories de pays quand même au niveau africain. Il y a les pays qui ont relativement réussi, disons, leur mise en quarantaine des premiers cas exportés. Et ces pays-là, vous verrez qu'ils ont une progression des cas un peu plus, une progression de taux de contamination un peu plus lent. Il y a parmi ces pays-là le Sénégal, mais aussi le Nigeria, qui malgré qu'ils ont 200 millions d'habitants, aujourd'hui, ils tournent autour de 300 cas. Et puis, il y a en face de cette catégorie de pays, des pays qui ont relativement raté la stratégie de mise en quarantaine des premiers cas exportés. Dans cette catégorie se trouve le Cameroun, aujourd'hui, qui est à 800 cas, et également la Côte d'Ivoire, qui est à plus de 600 cas, et cela en 1 mois. Et il faut craindre que la situation se complique un peu plus au fur et à mesure qu'on avance, parce que la plupart des cas, le profil, c'est que ce sont des contaminations communautaires. Étant donné que les liens communautaires en Afrique sont relativement forts, indissolubles, il est difficile de faire entendre le message de la distanciation sociale. Et je crois qu'à ce stade, la seule solution, c'est justement d'observer les règles de distanciation sociale, ce qui n'est pas tout à fait gagné quand on parcourt les rues ou les espaces publics actuellement en Afrique. Au-delà de la culture, des raisons culturelles, d'autres raisons, c'est peut-être économique aussi? Évidemment, l'économie s'invite toujours dans tout ce qui touche, je vais dire,
à la vie domestique, s'invite toujours dans tout ce qui touche à la vie des communautés en Afrique. Parce que pour se confiner à la maison, il faut déjà disposer de quoi faire des provisions. Et si en Afrique, avec des populations qui ont un revenu annuel qui est estimé à je ne sais combien de dollars, en termes de dollars, même pas de milliers de dollars, en termes de centaines de dollars, il est clair que en une journée, en un mois, ils ne peuvent pas avoir suffisamment pour financer les dépenses qu'impose ce choix de se confiner. Docteur Maté, la Covid-19 prend considérablement du terrain en Afrique malgré les mesures barrières déployées. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Mais écoutez, Franck, je me suis toujours porté en faux à cette affirmation que la Covid-19 prend du terrain en Afrique. Nous sommes à près de 1000 aujourd'hui. Oh non, arrêtez-nous ça. Mais les chiffres sont là. Non, arrêtez, Franck. Arrêtez. Allez-y, on vous écoute. On a eu plus que ça de morts en une journée dans certains pays dont je tais le nom. Mais pour moi, la Covid ne fait aucun progrès en Afrique. Quand je compare le nombre d'infectés en Afrique sur le sida, sur le paludisme, etc., la Covid, on devait arrêter le cirque. Excusez-moi. Donc, à ce niveau, pour moi, il y a une question fondamentale. Et cette question fondamentale a été posée par la femme de Bill Gates hier matin. Elle a affirmé que, et j'attends, parce que là, ça remet en cause ma posture. Elle a affirmé que si l'Afrique aujourd'hui compte 1000 cas, c'est tout simplement parce que les pays africains n'ont pas les moyens d'acheter les tests pour faire les tests aux Africains. Que donc, ils n'ont eu que l'argent pour tester 1000 personnes. Que s'ils avaient eu les moyens de tester 20 millions de personnes, l'Afrique aurait explosé en termes d'épicentre de la maladie. Je ne peux pas argumenter contre, parce qu'elle a raison sur un point. Nous n'avons pas les ressources aujourd'hui pour tester tout le monde, faire les tests de masse. Même la France de Macron, selon le discours de Macron, c'est à partir du 11 mai que la France aura accumulé les ressources pour faire des tests de masse. Donc, à ce titre, je peux vous rejoindre potentiellement, hypothétiquement, pour dire que peut-être on aura quelque chose, mais on attend les tests de masse. On attend donc les tests de masse, voilà. Alors, dernière question relative à ce sujet de l'essai du vaccin BCG en Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que devant toute cette tumulte, c'est le moment de soutenir nos chercheurs africains, qui d'ailleurs crient avoir des soutiens financiers pour mettre leurs recherches au service, à la portée des populations africaines dans cette pandémie? Il est évident que l'occasion est rêvée de faire sortir la recherche en Afrique de sa Qu'est-ce qui coince alors? Mais c'est le financement. Parce qu'aujourd'hui, les centres de recherche existent, mais quand vous êtes rattaché à un centre de recherche qui a un financement de 3 millions pour soutenir ces activités pour toute l'année, il est évident que ces 3 millions-là iront après l'achat de l'équipement informatique. Au-delà de cela, on ne peut plus rien faire. On ne peut même pas voyager pour faire des enquêtes sur le terrain. On ne peut pas voyager pour prélever notamment des échantillons à analyser dans les laboratoires qui sont désespérément vides. Je crois qu'aujourd'hui, si on suit le modèle européen, la ville ou encore la structure des gouvernements tels qu'ils sont formulés aujourd'hui sont l'héritage des réformes qu'il y a eu après chaque grand désastre sanitaire. Le fait qu'il y ait, par exemple, un service de salubrité dans les villes qui ramasse les ordures de façon centralisée, c'est un héritage, je dirais, de la lutte contre le choléra. Le fait qu'il y ait des usines de traitement d'eau, une distribution dans chaque ville de l'eau potable, viennent tous de là. Et le fait même qu'on ait eu des avancées en termes de découvertes scientifiques durant le siècle des Lumières, ça vient en fait de ce que dans les siècles précédents, il y a eu la peste qui a sévi, qui a pratiquement failli exterminer le genre européen. Donc ils ont profité de cette situation-là pour actionner ce levier en termes de financement de la recherche pour pouvoir découvrir une nouvelle façon de vivre, un nouvel art de vivre. Aujourd'hui, il faut que l'Afrique aille dans cette direction. D'accord. Docteur Maté, est-ce le moment de soutenir justement nos chercheurs? Moi, je pose la question autrement, Franck. D'accord. C'est-à-dire que je dis c'est le financement, mais pas directement. C'est le manque de volonté politique. Est-ce que vous voyez? C'est le manque de volonté politique dans le sens que
nos États africains sont riches. Et vous l'avez dit tout à l'heure que le Congo est un pays riche. Peut-être pas la population pour le moment. Nos États africains sont riches. J'ai été scandalisé le jour où j'ai commencé mon stage il y a quelques années, durant mes études aux États-Unis, où j'ai fait un stage aux Nations Unies. J'ai été scandalisé quand j'ai eu à travailler sur le budget de renseignement et d'armement des pays africains. Très scandalisé. Que les montants que nos dirigeants africains allouent au renseignement sur les opposants et à l'armée n'avaient rien à voir et de très loin par rapport au budget qu'ils allouaient à l'éducation et à la santé. C'est pour ça que je parle de volonté politique. Non pas qu'on n'a pas les ressources pour allouer à la recherche, mais parce que nos leaders n'en ont pas envie, ça ne les intéresse pas. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que il faut que les chercheurs africains arrêtent de rêver. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que mon collègue a parlé tout à l'heure de budget de 3 millions, juste pour citer un exemple. Allez, rapidement, il nous reste moins de 10 minutes. Et ce que je voulais dire pour terminer rapidement, c'est qu'il faut que les chercheurs africains eux-mêmes arrivent à innover eux-mêmes, à ne rien attendre de l'État, à aller vers le privé, à aller vers des Dangote pour présenter leurs choses. C'est comme ça que ça a commencé aux États-Unis. Si vous lisez l'histoire américaine, au départ, l'État américain ne finançait pas les chercheurs. C'est quand ils ont commencé à se lever, à aller voir des Dangote, des Tony Elumelu avec leurs recherches et à s'associer aux businessmen pour mettre sur le marché leurs produits, c'est là que ça a commencé à prendre. Et je pense qu'il faut qu'ils adoptent cette nouvelle approche de faire, ce qui pourrait accélérer les choses. Merci bien à tous les deux pour être intervenus sur le deuxième sujet de e-décryptage, le dernier sujet, troisième et dernier, avant de clore. Il nous reste moins de 8 minutes, on va aller vraiment très rapidement. Les chrétiens ont célébré cette année la Pâque, jour marquant la résurrection de Jésus-Christ dans la sobriété et le confinement. Certains restés à la maison ont vécu la fête en ligne via les réseaux sociaux, quand d'autres l'ont célébré physiquement à l'église en respectant naturellement la distanciation sociale imposée. Des pays comme le Burundi ont fait l'exception où des centaines de chrétiens se sont rassemblés dans des églises du pays pour célébrer la Pâque. Au Burundi, la psychose mondiale du coronavirus ne semble avoir aucune incidence sur la vie de tous les jours. Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche dans les églises du pays pour les célébrations de Pâques. Salle comble dans la cathédrale catholique Regina Mundi, située à Bujumbura. Pas de distanciation sociale, mais l'accès des lieux a été conditionné par le lavage des mains pour limiter les risques de contamination éventuelle. Une opportunité que j'ai eue pour pouvoir venir dans l'église pour prier. Il y a ceux qui n'ont pas cette opportunité, donc je prie pour eux et aussi je prie pour le personnel soignant et ceux qui sont déjà atteints par le coronavirus. À ce jour, 5 cas de Covid-19 ont été déclarés au Burundi avec 0 décès, ce qui est de la part du clergé la manifestation de la puissance divine. Pour nous célébrons celui qui a le pouvoir et la force de guérir, même ceux qui sont malades. Le gouvernement burundais qui a fermé ses frontières aériennes et terrestres à l'exception des poids lourds a décidé qu'il n'y aurait pas pour le moment des mesures pouvant apporter atteinte, je cite, au bon fonctionnement de la vie normale des citoyens. Les Burundais se sont donc rassemblés à l'église pour célébrer la Pâque malgré les mesures barrières. Peut-on parler ici d'indiscipline ou de preuve de foi? Docteur Maté. Bien, écoutez, dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7, on nous dit que le chrétien est appelé, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie de Dieu, et que le chrétien est appelé à respecter les instructions des autorités. Sauf si cette instruction vient en contradiction à une instruction biblique. Et ici, j'ai eu à observer quelques jours, on m'a envoyé une vidéo sur justement un débat sur ça. Et la question est un peu plus complexe parce que un des pasteurs disait que non, l'instruction de ne pas se rassembler est contraire à ce que Dieu demande, puisque Dieu dit fréquentez vos assemblées, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais en même temps, parallèlement, l'instruction est pour le camp adverse disait qu'il fallait respecter ces instructions parce que ça ne va pas contre la parole de Dieu, mais ça va pour sauvegarder les autres, etc. Donc ici, la question est un peu plus complexe, mais mon propre avis est de dire que aujourd'hui,
il y a deux choses que je tire de ça. C'est que premièrement, c'est une occasion pour nous de préparer la persécution, parce que j'appartiens à cette branche de la chrétienté qui croit qu'il y aura une dernière persécution des chrétiens avant l'enlèvement. Donc je pense que c'est un moyen pour nous de préparer la persécution. Et deuxièmement, de se dire qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, il y a la technologie, on n'a pas besoin aujourd'hui de se rassembler physiquement pour écouter le Seigneur. Et comme le Seigneur lui-même l'a dit, la parole, c'est dans le cœur de l'homme. Docteur Bangali, preuve de foi ou indiscipline? Je crois qu'il faut être plus attaché au contenu de la Bible qu'aux traditions humaines qui se sont greffées à la vie de foi. Parce que quand on observe les pratiques dans l'Église, il faut pouvoir faire la part des choses entre ce que recommande la Bible et puis les traditions humaines en termes d'idées de comment on célèbre qui se sont greffées à nos cultes, à nos habitudes de rassemblement. La première Pâque, qui a été célébrée par les Juifs en Égypte, l'a été dans le confinement. Mais même aussi dans le Nouveau Testament, le repas que le Seigneur prend avec ses disciples avant d'aller à la croix, ils sont seulement à 13, enfermés dans une salle. Ils commencent par chanter le Hallel, et le Hallel qui est un ensemble de 6 psaumes. Et après le Hallel qu'ils ont chanté, ils ont rompu le pain dans la simplicité, ils ont partagé la coupe, et après cela, ils sont partis pour la mission du Seigneur qui était d'aller mourir à la croix. Donc que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, il y a donc cette idée de fêter, sinon de célébrer la Pâque dans le confinement, qui est un principe chrétien. Alors on ne sait pas d'où est-ce qu'on tire la pensée que pour célébrer la Pâque, il faut forcément se retrouver à 200, à 1000, au risque de créer là une opportunité de diffusion d'une épidémie. Nous sommes en période d'épidémie. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Il faut respecter donc voilà, les principes. Absolument. Alors, seulement 5 cas d'infection de la Covid-19 au Burundi, déclarés donc dans le pays, avec 0 décès. C'est tout de même étonnant dans un pays où, on le voit, les barrières ne sont pas respectées. Alors, le clergé lui parle de la manifestation du Saint-Esprit. Vous partagez ce point de vue, docteur? Non, écoutez, je voudrais revenir rapidement sur ce que mon collègue a dit. C'est un confinement, mais un confinement sans masque et sans distanciation de 1 mètre. Bon, bref, c'est juste une petite boutade. Là encore, on revient au problème des chiffres officiels, etc. Mais on part quand même sur la base que tout le monde reconnaît juste les chiffres officiels, en sachant qu'il peut y avoir plus. Et sur ce niveau, manifestation du Saint-Esprit, pourquoi pas? Est-ce que, ouais. Mais donc, quand on dit manifestation du Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a choisi le Burundi? Donc, est-ce parce qu'ils sont plus croyants? Est-ce que parce qu'il y a un groupe de prière spécialement, etc. Donc, là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que ça se réplique à d'autres pays? Donc, ça pose d'autres questions. Si, en tant que chrétien, pour moi, on devait affirmer que c'est le Saint-Esprit qui a fait que le Burundi a pas eu de décès et à un nombre de cas. Il nous reste moins de 5 minutes. Personnellement, je ne crois pas que le Seigneur aime plus le Burundi que le Cameroun ou encore que le Saint-Esprit se manifeste plus au Burundi qu'au Nigeria. Alors, l'explication qu'on peut tout de suite donner à l'exception burundaise, c'est le fait qu'il y a eu une situation politique dont le pays sort à peine, qui a fait que le pays, économiquement ou encore au niveau international, est moins attractif. Donc, ils ont eu cela comme un handicap qui est devenu un avantage dans la chaîne de transmission. Donc, le pays a été relativement plus épargné par rapport à des pays comme le Rwanda qui sont plus attractifs. Il s'agissait notamment de faire de cet handicap devenu bénédiction, de faire en sorte que cette bénédiction ne se fasse pas sur d'aucun chagrin. Mais tel que la chose est gérée, il faut craindre pour la suite des événements. Merci. Voilà, c'est ici que chute cette émission. Nous avons été très heureux de vous recevoir comme de tradition, chers consultants, pour donc parcourir ensemble l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision, sur ce plateau de e-décryptage. Je rappelle que nos consultants sont Dr Bangali, qui est professeur titulaire d'un doctorat et maître assistant d'histoire contemporaine, et Dr Samuel Maté, qui est professeur d'économie et de management. Nous avons été très heureux de vous entretenir pendant 52 minutes de télévision. Avec beaucoup de plaisir, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu dans 15 jours. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.